Voilà, nous nous retrouvons dans cette émission. L'Église intervient, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Bienvenue à ces rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons justement ensemble réfléchir sur l'unité. Et pour en parler, nous avons notre invité du jour, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, psychologue clinicien, analyste, professeur, à la personne de Monsieur l'abbé José Mpundu. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, Vincent. En forme, hein? Toujours en forme. Comme toujours. Oui, au service des vieux. Toujours. Et de son peuple. En tout cas, Monsieur l'abbé, merci beaucoup de cette présence dans l'émission de ce jour. Avec vous, nous allons réfléchir sur l'unité, partant justement de votre conférence que vous avez donnée sur la réconciliation nationale dans la justice et la vérité, comme vous l'avez intitulé. Alors, en lisant justement vos écrits, même dans les préambules, vous dites « L'union fait la force ». Une nation unie ou un peuple uni est fort. Un peuple divisé est faible. Vous pouvez nous expliquer comment? C'est évident. L'union fait la force. Eh bien, c'est pas seulement un slogan, c'est même la devise d'un peuple, n'est-ce pas? L'union fait la force, n'est-ce pas? Chez les Anglais, on dit ça. L'union fait la force. C'est-à-dire, lorsque nous sommes unis. Je prends l'exemple d'une image qui circule beaucoup dans les réseaux et que nous avons souvent utilisée dans les sessions de formation, de sensibilisation sur justement cette nécessité de s'unir. C'est l'image de ce gros poisson qui mangeait les petits poissons. Et il mangeait les petits poissons parce que ces petits poissons étaient isolés. Il en mangeait un, il en mangeait deux, et puis il en mangeait trois, et puis il passait, il les mangeait les uns après les autres, jusqu'au jour où l'un des petits poissons a eu une idée géniale. Il a dit aux autres petits poissons, mettons-nous ensemble et nous allons faire fuir le gros poisson et nous allons être sauvés, parce que il aura peur de nous. Eh bien, ils se sont mis ensemble, les poissons mâles devant, les poissons femelles derrière, et les petits poissons, les poissons enfants au milieu, et ils ont constitué, ils sont devenus plus gros poissons que le gros poisson. Ça, c'est l'image de la famille. Voilà. Et alors, quand le gros poisson est arrivé pour manger les petits poissons, eh bien, il s'est trouvé en face d'un conglomérat, d'un ensemble de poissons, et il a fui. Tout simplement, il a fui parce que il s'est dit, écoutez, ici c'est moi qui suis en danger. Tu vois? Et il a fui. Une belle illustration, vraiment. L'union fait la force. En fait, ça veut dire tout simplement que lorsque nous sommes unis, personne ne va se jouer de nous. Mais lorsque nous sommes divisés, on peut se jouer de nous. Donc l'ennemi peut nous attraper facilement. Parce que il vient chez toi, sœur aimée, et il te dit des choses contre moi, et il vient chez moi, il me dit des choses contre toi, et toi et moi, eh bien, nous entrons en conflit, et qui tire les ficelles, et qui tire profit de ce conflit, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Pourquoi? Parce que, quelque part, il a réussi à nous diviser. Et alors, c'est comme ça que l'expression que j'ai utilisée, l'union, un peuple uni est un peuple fort. Un peuple divisé est un peuple faible. Voilà, nous allons voir ça, Monsieur l'abbé, tout au long justement de cette émission. Toujours dans votre texte, justement, en insistant sur l'unité, vous faites allusion au des hymnes national, debout congolais et zaïrois dans la paix. Alors dites-nous, est-ce qu'entre les deux hymnes, il y a la convergence, et quelle est la divergence qu'on trouve dans ces deux hymnes? Eh bien, la convergence, c'est que dans l'hymne national que nous avons retrouvé après l'entrée de l'AFDEL, le changement, le retour au nom de République démocratique du Congo, a fait aussi le retour à
notre premier hymne national, celui qui a été, disons, composé juste au moment de l'indépendance, n'est-ce pas? C'est « Debout Congolais ». Eh bien, dans « Debout Congolais », il est dit « Unis dans le sort, unis par l'effort pour l'indépendance ». Voilà. Eh bien, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est l'unité. L'accent est mis sur l'unité. Dans Zaïrois, eh bien, il dit « Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes Zaïrois, peuple uni ». Et donc, dans les deux cas, on met l'accent sur l'unité, sur l'union. Donc ça, c'est ça, la convergence. C'est ce qui est convergent. Maintenant, ce qui les distingue et qui ne s'opposent pas nécessairement, au contraire, se complètent, c'est le fait que dans l'hymne national Debout Congolais, on insiste sur le fait que nous conjuguons nos efforts. Nous sommes un peuple uni par le destin, par le sort, unis par le même sort, par le même destin, et nous conjuguons nos efforts pour bâtir un pays plus souverain, plus beau qu'avant, un pays souverain, un pays libre, réellement libre, un pays autonome, réellement autonome. Voilà ce qui est caractéristique du premier hymne national. Tandis que dans le deuxième, on nous dit « unis, peuple uni, nous sommes Zaïrois ». Ça veut dire on met l'accent ici sur l'identité nationale, notre commune identité, appartenant à la même nation qu'on appelait à l'époque le Zaïre, qu'on appelle aujourd'hui la RDC. Donc, il n'y a pas une opposition entre les deux, au contraire, il y a une complémentarité. Si vous devez choisir entre les deux, vous allez prendre lesquels? J'aurais du mal à porter un choix sur l'un en excluant l'autre. Au contraire, je choisirais bien les deux parce que les deux se complètent formidablement. Dans quel sens? Dans ce sens que si nous sommes unis par notre identité nationale, c'est-à-dire tu es congolaise, je suis congolais, nous sommes congolais, nous appartenons à la même famille, nous appartenons au même pays, nous appartenons à la même nation, nous appartenons à la même maison. Nous sommes les membres de la même maison, bien qu'on appelle la RDC, qu'on a appelé hier le Zaïre, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est un élément important pour que nous puissions conjuguer nos efforts. D'où, je reviens donc à l'hymne national que nous chantons aujourd'hui, qui est l'hymne national de l'indépendance, n'est-ce pas, Debout Congolais. Eh bien, je me dis, les deux se complètent très bien. Donc il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas à choisir entre les deux. Alors, Monsieur l'abbé, justement, c'est un peu, je dirais que l'hymne national, que ce soit les Debout Congolais, que ce soit Zaïrois dans la paix, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'idéal pour les Congolais. Parce que, enfin, comme vous l'avez démontré dans votre texte, on n'est pas unis. On n'est pas unis, on est divisés. Les Congolais sont divisés. Et dans votre texte, vous essayez de démontrer les différentes sortes de divisions. Et pour commencer, vous avez d'abord parlé de division au sein de la classe politique congolaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, dès l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Dès les premiers moments de l'indépendance, il s'est passé la division au niveau de la classe politique, de la classe dirigeante, une division qui est comme, je dirais, la mère de toutes les divisions que nous connaissons aujourd'hui dans la classe politique, une division qui continue à avoir des séquelles, n'est-ce pas, des conséquences fâcheuses dans la vie de notre nation. C'est la division au sommet de l'État. Nous avons connu à cette époque-là, aussitôt devenu indépendant, le premier président Joseph Kasavubu qui démet le premier ministre Patrice Emery Lumumba et qui à son tour, n'est-ce pas, démet le chef de l'État, le président. Eh bien, cette division-là a été mortelle pour notre pays. Est-ce que c'est la division ou bien c'est l'égoïsme? Ben, écoute, maintenant, qu'est-ce qui nous pousse à nous diviser? Qu'est-ce qui nous pousse à nous diviser? C'est aussi l'ego surdimensionné. L'ego surdimensionné, la recherche du pouvoir, de l'avoir, de la gloire, n'est-ce pas, personnelle. Hein?
pas dans le sens de, eh bien, je recherche le pouvoir pour servir. Non, je recherche le pouvoir pour satisfaire mon ego, n'est-ce pas? Pour satisfaire un ego surdimensionné, n'est-ce pas? Eh bien, je recherche la voie pour aussi satisfaire mon ego, n'est-ce pas? Et évidemment, la gloire s'ajoute à tout cela, eh bien, ce qui a fait que dès le début de notre cheminement, n'est-ce pas, vers une nation réellement souveraine, n'est-ce pas, dès le départ, il y a eu cette division de la classe politique, n'est-ce pas, entre Lumumba, Kasavubu et Lumumba. Cette division a été fatale pour nous. Parce que, en ce moment-là, et les conséquences jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui. Parce que s'ils étaient unis, les Blancs n'allaient pas les diviser. Exactement. Exactement. Si à un moment donné, ils s'étaient dit, nous avons intérêt à être ensemble, nous avons intérêt à nous tenir, n'est-ce pas, main dans la main. Nous avons intérêt à nous soutenir, n'est-ce pas, pour le Congo, n'est-ce pas, pour le Congo, n'est-ce pas. Nous avons intérêt à faire un front commun, n'est-ce pas, pour le Congo, n'est-ce pas. Eh bien, ça a été le cas lors de la table ronde politique, au cours de la table ronde, pendant le temps de la table ronde de Bruxelles, n'est-ce pas. Eh bien, il y a eu la création d'un front commun pour le Congo. Donc, le front commun pour le Congo ne date pas d'aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Mais malheureusement, eh bien, souvent, ce front commun pour le Congo n'est souvent de nom, hein. Mais la réalité, finalité, eh bien, on a l'impression que on ne fait pas front commun pour le Congo, on fait front commun pour soi-même, pour ses propres intérêts personnels. Alors, monsieur l'abbé, là, vous venez de parler justement les conflits entre les dirigeants politiques. Oui. Mais dans votre communication, vous parlez aussi de la division entre la classe politique et la population. Eh bien, c'est tout simplement la comparaison que je prends souvent ici, c'est la comparaison d'un train. Nous sommes comme un train avec une locomotive et des wagons. La locomotive, c'est la classe politique, ce sont les dirigeants, les leaders, n'est-ce pas? Et les wagons, c'est le peuple, n'est-ce pas? Eh bien, quel est le spectacle que nous offre notre pays? C'est celui d'un train dont la locomotive n'est pas rattachée au wagon. N'est-ce pas? Alors, la locomotive, oui, la locomotive va de son côté à sa propre vitesse, n'est-ce pas? Et va dans un sens, et les wagons se débrouillent et vont dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait l'unité entre la population et la classe politique? Il faudrait que les dirigeants politiques viennent de la base. Les dirigeants politiques doivent venir de la base, c'est-à-dire doivent être créés, formatés par la base, c'est-à-dire issus de la base. Mais Sango, ceux qui nous dirigent viennent de la base. Non, si vous regardez l'histoire, vous comprendrez ce que je dis. C'est que la plupart de nos dirigeants politiques, et je sais de quoi je parle, n'est-ce pas, n'ont pas de base. De base idéologique, je veux dire. Une base politique, une base idéologique. On a une base populaire, populiste. On a une base versatile, d'ailleurs. Et quand vous parlez de la base idéologique, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, c'est-à-dire une population formée, conscientisés, partageant avec ses leaders la même idéologie, n'est-ce pas, connectés à ces leaders parce que partageant la même vision, n'est-ce pas, les mêmes idéaux, n'est-ce pas, et une base qui est, disons, des leaders qui sont rattachés à leur peuple, qui communient à la même vision des choses. Donc c'est ce qui nous manque. Ça nous manque énormément. Ça nous manque énormément. Ici, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La plupart de nos leaders, ils utilisent le peuple, qu'ils appellent leur base, n'est-ce pas? Ils utilisent leur peuple comme marchepied. Voilà.
disons les choses clairement, comme marche-pied, c'est-à-dire marche-pied, comme escabeau, comme moyen pour accéder au pouvoir. Et nous le voyons, n'est-ce pas? Tu sollicites les voix des gens pour devenir député national ou provincial, et dès que tu es député, tu disparais et tu reviendras seulement lorsque il y aura les prochaines élections. Nous le voyons bien souvent. Nous le voyons, n'est-ce pas? Et le peuple n'existe que lorsqu'il s'agit de lui demander des voix ou des bulletins de vote à mettre dans l'urne. Alors là, on peut dire que le peuple accepte ça. Parce que le peuple pouvait aussi se révolter, pouvait imposer aussi certaines règles. Pourquoi le peuple ne fait rien? Et c'est là le problème que nous avons de la formation politique, conscientisation politique du peuple. Il n'est pas suffisamment formé politiquement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui commence à se manifester, où le peuple devient de plus en plus aujourd'hui à même de dire nous ne voulons pas de celui-ci, nous ne voulons pas de celui-là. Pourquoi? Parce que nous constatons, nous observons, nous voyons qu'il n'est pas avec nous, qu'il n'est pas pour nous, qu'il ne travaille pas pour nous. Le peuple doit arriver à un moment donné à prendre conscience que c'est lui le souverain primaire réel, que c'est lui le détenteur du pouvoir, c'est lui qui donne le pouvoir. Or, dans notre pays, dans le cas d'espèce, eh bien, nous constatons que à un certain niveau des choses, le pouvoir n'est pas réellement donné par le peuple, que quelque part ce pouvoir vient d'ailleurs. C'est commandé par ailleurs. Personnes. Oui, par d'autres personnes, n'est-ce pas? Et moi, j'en ai des exemples comme ça. On a vu, à un certain moment, on fait des élections, mais des étrangers qui viennent, qui vous disent c'est un tel qui est déjà nommé, qui est déjà désigné. Avant même les élections, ils vous disent que c'est un tel et pas un autre, n'est-ce pas? Bon, on va peut-être pas entrer dans trop de détails, mais je crois que ceux qui suivent comprennent de quoi nous parlons. Mais si tel est le cas, tel est le cas depuis l'indépendance jusqu'à ces jours, et nous devons continuer à subir. Nous devons regarder, parce qu'on est peuple, on doit subir les dictats. Nous ne devons plus regarder. Mais qu'est-ce qu'il faut faire parce que les Congolais sont amorphes? Il faut une insurrection des consciences. Insurrection de conscience, ça veut dire un sursaut de conscience patriotique, n'est-ce pas? Pour nous dire, eh bien, c'est notre patrie, notre mère patrie, eh bien, elle nous appartient et c'est à nous qu'il revient de désigner nos dirigeants selon le profil que nous avons, que nous convenons, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? Parce que, toujours dans votre texte, les points qui suivent, vous parlez de la division entre le peuple. Exactement. Un peuple qui est divisé, est-ce qu'ils peuvent se réunir pour avoir cet esprit patriotique pour défendre les pays? Eh bien, c'est la raison pour laquelle il faut d'abord prendre la mesure de cette division qui règne dans le peuple. Et cette division, elle est entretenue, elle est voulue. Par qui? Eh bien, par ceux qui ont intérêt à ce que on soit divisé, divisé pour mieux régner. Et donc, la plupart de nos leaders, n'est-ce pas? Eh bien, ils travaillent dans ce sens-là à la manière de leurs maîtres, n'est-ce pas? Leurs maîtres qui ont comme leitmotiv divide ut impera, comme on dit. Les Latins ont dit ça à l'époque de l'Empire romain. Diviser pour régner. Ut impera, diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui sont formés par ces maîtres-là, ils adoptent la même stratégie, n'est-ce pas? Diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui fine et finalitaire est utilisé, instrumentalisé pour nous diviser? C'est la tribu, l'ethnie, n'est-ce pas? Et alors, on nous fait croire que moi, de l'Équateur, toi, du Katanga, ou toi, du Kasaï, nous ne sommes pas des frères. Mais là, quand même, le président Mobutu avait réussi parce que lui, dans la nomination, il prenait quelqu'un de l'Équateur, il l'envoyait au Katanga, celui de Katanga, il l'envoyait au Nord Kivu, le Nord Kivu, il l'envoyait au Kasaï, et ainsi de suite. Au moins, du moins, ça, l'unité nationale, on pouvait palper. Oui, quelque part, il n'avait pas tort de le faire. Et quelque part, c'était un début de quelque chose, n'est-ce pas? Mais de quelque chose qu'aujourd'hui, nous n'avons plus. Malheureusement,
Aujourd'hui, nous n'avons plus. Et le problème, c'est qu'on instrumentalise l'appartenance ethno-tribale pour susciter, créer, entretenir la division entre nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Kassaïen est stigmatisé, n'est-ce pas? Mal vu par d'autres, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a causé ça? L'autre est mal vu par le Kassaïen, n'est-ce pas? Eh bien, on parle, dès que tu essaies de critiquer le président parce qu'il est kassaïen, tout le Kasaï bouge, n'est-ce pas? Vous êtes haineux, vous êtes ceci, et tout ça, alors que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas à nous considérer comme des haineux ou quoi. Si aujourd'hui, je te critique, toi ma sœur, n'est-ce pas? Eh bien, on ne va pas dire que j'ai une haine contre les Katangais, n'est-ce pas? Mais je critique, eh bien, défends-toi, défends-toi, et prouve que ce que j'aimais comme critique n'est pas fondé. Vous voyez, et ayons un débat d'idées plutôt qu'un débat émotionnel et sentimental. C'est ce qui nous manque, parce qu'on n'a pas d'idées, on défend ce qu'il ne faut pas défendre. Alors, vous parlez de la division ou des conflits dans les Congolais. C'est-à-dire, le conflit dont je parle ici... et c'est dans la manière de faire et d'être. Les deux conflits que j'ai... trois types de conflits que j'ai évoqués. Le conflit entre les dirigeants politiques, division entre eux. Le conflit entre dirigeants politiques et la peuple. Population, c'est coupure, une sorte de rupture qui existe, une sorte d'éloignement, de séparation qui existe entre les dirigeants et le peuple, et puis au niveau du peuple lui-même, où on ne s'entend pas, parce que moi je suis du Kasaï, toi tu es de l'Équateur, et chacun défend sa tribu, ses intérêts tribaux et tout ça, mais il y a plus que ça, c'est la division qui est en nous, c'est-à-dire l'homme congolais est divisé en lui-même. Divisé en lui-même, c'est-à-dire il a perdu quelque chose de fondamental, il est écartelé en quelque sorte en lui-même. Ayant perdu... Qu'est-ce qu'il a perdu? Eh bien, son humanité. Son humanité. La dignité humaine. C'est ça le grand problème du Congolais. Nous avons perdu notre dignité humaine. N'est-ce pas? En nous, il y a comme une division, n'est-ce pas? Une division. Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer cette dignité? Peut-être ça pourra nous aider aussi à nous approcher les uns les autres. Je crois que première chose, c'est la prise de conscience de ce qui fait que nous soyons hommes. C'est notre être. C'est notre être. Notre être, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu nous a donné. Il nous a créés comme être. Parce que lui, c'est être suprême. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous soyons comme lui, des êtres. Et ce ne sont pas des êtres humains, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons retrouver cette conscience d'être des êtres humains et pas des choses. Voilà. La division dont je parle ici dans l'homme congolais, c'est que l'homme congolais est écartelé entre l'être et l'avoir, en quelque sorte. Et il s'est chosifié, on l'a chosifié, il est devenu comme une chose. Regardez, depuis le temps de la traite négrière, n'est-ce pas? À la traite négrière, on nous vendait comme on vend comme des objets, comme des bêtes. Des bêtes. Donc nous étions chosifiés, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, des images sont là pour montrer comment ça se passait. Mais aujourd'hui, ça continue, n'est-ce pas? Ça continue. Nous continuons à nous considérer comme à nous chosifier. Un exemple que je prends souvent pour illustrer cela, c'est dans le domaine du mariage. Lorsque un jeune homme veut épouser une fille, eh bien, on lui demande une facture. Mais la facture, c'est ce qu'on te donne dans un magasin, dans une boutique, dans Mais qu'est-ce qu'il fallait demander? Symbole ou quoi? Oui, il fallait demander un symbole. La facture, ça veut dire que la femme est chosifiée. On va acheter la femme et il y a une facture, n'est-ce pas? Et on doit payer le prix parfois le plus fort. Et plus la femme a étudié, plus la femme a telle ou telle qualité, plus on estime que on a investi énormément, plus elle coûte cher. Je pense que ça changera un jour. Nous allons avancer. Monsieur l'abbé, nous allons passer au deuxième point d'où vous parlez des exigences, l'exigence de la réconciliation nationale dans la justice et la vérité. Et là, vous avez énuméré 4 points. Si vous pouvez nous en parler rapidement. Il y a une première réconciliation qui doit se faire, que chacun de nous doit se réconcilier avec lui-même.
Et se réconcilier avec soi-même, ça suppose une acceptation de soi. Je m'accepte avec mes qualités et avec mes défauts tels que je suis. Je m'accepte comme être humain. Je me réconcilie avec moi-même, un peu comme dans les Écritures, hein, on nous dit aime l'autre, aime ton prochain comme toi-même. Donc tu dois te réconcilier avec toi-même. Et puis se réconcilier avec l'autre en se disant l'autre, eh bien c'est comme moi. Ça c'est la deuxième étape. La deuxième réconciliation qui doit être opérée. Et puis la réconciliation avec Dieu. Fine et finalité, eh bien, Dieu est en toi, Dieu est en moi, Dieu est en nous, eh bien, nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec l'autre, suppose aussi que nous nous réconcilions avec Dieu, mais le vrai Dieu qui est amour. Vous voyez, le vrai Dieu qui est amour. Pas n'importe quel Dieu, mais le vrai Dieu qui est amour. Pas le Dieu Quado, pas le Dieu bouche-trou, pas le Dieu gendarme, mais le Dieu amour qui a fait tout par amour et qui fait tout par amour. Et fine et finalité, je dirais aussi se réconcilier avec la nature. Avec la nature. Aujourd'hui, nous détruisons la nature, l'environnement, se réconcilier avec l'environnement. Et là, nous retrouvons un peu la vie de nos ancêtres qui vivaient en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nous détruisons la nature. Alors, une réconciliation suppose, primo, qu'on reconnaît son tort, qu'on reconnaît le mal qu'on a fait. Ça, c'est un premier élément. Apparemment, cette culture pour les Congolais, il n'y en a pas. Parce qu'on suit aujourd'hui, même dans les discours, certains... Oui. Par exemple, au nom de la démocratie, oui. On s'est dit, non, Kapangala, on cite à tort, les morts, si celui-là, c'est à l'époque de celui-là. Les autres aussi disent, c'est à l'époque de celui-ci. Donc, on est en train d'utiliser innocemment, avec pas de bonnes intentions, les morts pour justifier son irresponsabilité. Ben, je crois que la première chose dans la réconciliation, c'est que chacun de nous reconnaisse sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Si nous ne reconnaissons pas notre part de responsabilité, eh bien, nous cherchons des boucs émissaires, nous nous jetons la balle et nous jouons à un jeu de ping-pong qui est malsain. Et on arrive à rien. On n'arrive à rien. Alors, mais c'est là que vous venez de peindre un tableau sombre de la République démocratique du Congo. On a envie de fuir, de ne pas vivre ici au Congo présentement, puisque l'État nous fait de fuir. Il reste juste une minute. Dites-nous une parole d'espoir. Est-ce que devons-nous encore espérer qu'un Congo peut changer et qui doit commencer à changer pour que nous vivons cette unité nationale, que nous nous aimons, comme vous dites, que nous nous aimons d'abord nous-mêmes, aimer notre prochain et aimer notre Congo? Bien, parole d'espoir. Ça réside dans un élan de sursaut vers la fraternité. Vers la fraternité. Et je crois que si les Français, lors de la Révolution française, ont choisi comme mot d'ordre parmi leurs devises, n'est-ce pas, fraternité, égalité et liberté, je crois que le terme fraternité, c'est très important. Aujourd'hui, si quelqu'un comme le président Félix, comme l'ancien président Joseph, un gars comme Moïse, un gars comme Moïse Katumbi, un gars comme Martin Fayulu, un gars comme Adolphe Muzitu, un gars comme Jean-Pierre Bemba, se retrouver non pas autour du pouvoir, non pas autour du pouvoir, comme ça a toujours été le cas, mais qui se rencontrent pour parler fraternité et pour se dire, nous sommes des frères, fumons le calumet de la paix, mettons-nous, donnons-nous la main, mettons-nous ensemble. Eh bien, aujourd'hui... Mais il faut que ça soit une démarche sincère. Sincère, évidemment. Une fraternité vraie, une fraternité sincère, une fraternité réelle, n'est-ce pas? Et une fraternité de cœur. Je crois que l'avenir appartient à des leaders et à des dirigeants qui vont faire la politique, non pas avec le ventre, mais qui vont faire la politique avec l'intelligence, la raison et le cœur. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé José Pondo. Je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa. Vous êtes psychologue, clinicien, analyste et vous faites aumônier des intellectuels catholiques. Voilà. Vous écrivez beaucoup de livres, vous avez écrit beaucoup de livres et vous donnez beaucoup de conférences. Là, avec vous, nous avons essayé de réfléchir sur les tableaux sombres qui représentent la République démocratique du Congo, déchirée par les conflits
les conflits, donc la division en nous-mêmes, autour de nous avec nos frères et sœurs, alors que nous sommes tous Congolais, et une invitation donc à réfléchir sur les deux hymnes nationaux qui nous invitent à l'unité, et chacun doit mettre les siens dans cette responsabilité. On parle de la co-responsabilité au niveau national avec l'esprit patriotique. Je pense que nous pouvons transcender nos différences, de nos appartenances, et pour arriver à l'unité nationale. C'est le moment pour moi de vous remercier de votre disponibilité dans cette émission de ce jour. Au plaisir de vous revoir, de vous accueillir dans nos prochaines émissions. C'est par ici que nous mettons point dans votre magazine. L'Église intervient.